L'ASIC est un concept de microprocesseur plutôt intéressant puisqu'il n'est conçu que pour des applications répondant à des besoins spécifiques. Et pour cet épisode, on va justement s'intéresser à celui d'une calculatrice basique Texas Instruments, mais qui n'est pas non plus dénuée d'intérêt. Un ASIC est certes un microprocesseur, mais ça n'est pas n'importe quel type de processeur puisqu'il n'a été conçu que pour un type d'application spécifique. En gros, il a été fait sur mesure, mais pour répondre à un besoin bien précis. Alors, ça se produit assez fréquemment chez les industriels, et ça a l'avantage pour eux d'avoir un contrôle total sur leur produit commercial puisque, bien entendu, ils ne divulgueront jamais de datasheet sur leur puce étant donné qu'elle n'est pas destinée à être vendue au détail. Et du coup, ça la rend assez difficile à copier. Par contre, c'est en général pour produire de gros volumes, destinés au marché de masse, parce que, vu l'investissement et le coût de recherche et développement nécessaire pour concevoir un ASIC de A à Z, ça peut pas être destiné à des petits volumes. Ou alors, si c'est le cas, c'est pour des appareils très chers du domaine du médical, militaire ou de l'aviation civile par exemple. Et pour ce qui nous concerne aujourd'hui, on va étudier l'ASIC de cette calculatrice. Oui, c'est celle-là même qui a servi de cobaye dans la dernière brève numéro 11 sur les cellules solaires. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle ne l'a plus. En fait, ce circuit intégré est parfait pour l'exemple parce que ses fonctions sont relativement rudimentaires. Si vous voyez sur le clavier, il n'y a pas vraiment de fonctions mathématiques compliquées. En plus de ça, il est autonome parce qu'il ne repose sur quasiment aucun composant externe. Et puis, c'est un chip on board, donc il sera relativement facile à extraire. Il suffira de le détacher et de dissoudre la puce dans, voilà, c'est ça, de l'acide sulfurique. Mais avant ça, on va quand même voir s'il n'y a pas deux ou trois choses qu'on pourrait mesurer à l'oscillo. Bon, franchement, j'en doute parce que j'ai retracé le schéma de principe à partir du circuit imprimé. Et certes, il y a pas mal de signaux en entrée, notamment pour le clavier. Mais à part les signaux qui sont destinés à l'affichage à quartz, il n'y a vraiment pas grand chose en sortie. Et pour info, je ferai prochainement une petite vidéo pour vous présenter tous les types de circuits intégrés numériques qu'on peut trouver aujourd'hui. Et vous expliquer les différences qu'il peut y avoir entre certains, qui ne sont pas toujours évidentes, comme par exemple entre un CPU et un microcontrôleur, ou entre un système on-chip et un ASIC, etc. On y va ? Voici donc le schéma de principe que j'ai tracé en une dizaine de minutes en analysant bien entendu le circuit imprimé. En termes de composants, c'est assez minimaliste comme vous pouvez le constater. Le circuit dispose d'un certain nombre de vias dans lesquels on pourra introduire la sonde pour faire quelques mesures. Pour info, la flèche verte indique l'équivalence sur le schéma. Les trois condensateurs SMD en céramique que l'on a ici nous permettront de voir si on peut déterminer une fréquence en sortie de l'ASIC. La pile bouton et la cellule solaire qui étaient à cet emplacement sont bien sûr câblés en parallèle, tout comme l'est ce condensateur électrochimique de 47 microfarads. Et j'ai soudé un fil à cette borne pour l'utiliser comme masse pour la sonde de l'oscillo. Donc comme je le disais il y a un instant, ces vias me permettront de mesurer un signal en leur insérant la sonde comme ça. La structure des pistes est assez classique avec le processeur au centre, les pistes qui le relient à l'affichage LCD dans la partie supérieure et les pistes en rapport avec le clavier dans la partie inférieure. Ces deux diodes ne servent qu'à bloquer le courant qui viendrait à ne plus être dans le sens passant. J'avoue que j'ai pas bien compris pourquoi le fabricant avait fixé le circuit avec des vis dans la partie supérieure uniquement et avec des rivets en plastique comme ça sur tout le reste. Donc pour le retirer, je n'ai pas eu d'autre choix que de les briser. Et sans surprise, l'autre face ne contient aucun SMD, uniquement les pistes qui définissent les touches du clavier. Et ces touches mécaniques reposent sur cette tranche de caoutchouc gris dont les pressions sont terminées de l'autre côté par ces pièces rondes faites d'un matériau conducteur et qui, au contact du circuit, jouent le rôle d'un interrupteur fermé. D'ailleurs au passage, si je mesure leur résistance, j'obtiens environ 6 kΩ.
Et bien entendu, le caoutchouc n'étant pas conducteur, ça ne donne rien. Et on peut faire l'expérience à nu avec et sans cette tranche de caoutchouc. Donc là, on est dans la configuration de travail normale. Tiens, au passage, vous noterez que l'affichage dispose de 12 digits, ce qui est courant pour une calculatrice plutôt destinée à de la finance. Et donc si je retire le caoutchouc, le contact avec mon doigt n'a aucun effet car la résistance de la peau est beaucoup trop élevée. On va maintenant procéder à quelques mesures à l'oscilloscope et je me sers de deux caméras synchronisées ici, une braquée sur l'écran de l'oscillo et l'autre sur ma manip. Pour rappel, les vias dans cette région appartiennent au clavier et ceux-là sont en rapport avec l'écran et les switches. Donc pour l'instant, la calculatrice est éteinte et si je mesure ce qui se passe au niveau du clavier, on a un courant qui circule, dont la tension est d'environ 1,4 volts, et c'est tout à fait normal puisque le processeur est déjà alimenté et scrute le clavier pour savoir s'il va se produire une pression sur la touche ON. Au niveau de la diode, vous pouvez constater qu'en testant l'anode, la tension est présente, et elle ne l'est évidemment plus au niveau de la cathode puisqu'on est dans le sens bloquant. Par contre, si on vérifie la présence de tension au niveau des vias de l'afficheur LCD, il n'y en a pas étant donné que la calculatrice n'est pas encore allumée. Maintenant, je place la sonde en entrée du condensateur de 118 nF, la tension de 1,4 est bien là, et j'allume la calculatrice. On obtient un signal carré d'une fréquence d'environ 1312 Hz avec une tension crête à crête de 1,5 volts. L'afficheur LCD est bien entendu alimenté. On peut éventuellement voir ce qui s'y passe. Il semble déjà qu'il soit rafraîchi à une fréquence de 54,64 Hz. Par contre, la tension crête à crête a grimpé à presque 3 volts, donc les 1,5 volts supplémentaires sont bien sûr générés par le circuit intégré. J'essaye maintenant de voir ce que ça provoque quand j'appuie sur les touches tout en sondant un des vias reliés à l'afficheur LCD, mais franchement ça n'est pas très probant. Selon la séquence tapée, on a une fréquence qui augmente et un signal qui montre quelques changements binaires. Mais bon, je ne m'attendais pas à pouvoir en voir plus par ce biais-là de toute façon. Passons maintenant à l'extraction du circuit intégré, et cette fois je vais essayer de décoller tout l'époxy d'un coup à l'aide de ma station à air chaud. Et un bon moyen pour y arriver est de se concentrer autour du composant pour que le masque se gondole sous l'effet de la chaleur et décolle petit à petit la goutte noire. Ça a d'ailleurs déjà commencé. Voilà, on y est presque. C'est une question de secondes. Voilà. La puce est intacte et le polyépoxyde forme une sorte de moulure de tout ce qu'il y avait en dessous. Et vous remarquerez d'ailleurs que la coloration verte vient bien sûr du masque du circuit imprimé. Alors avant de lui faire prendre un bain d'acide, je vais réduire sa taille pour ne pas avoir à dissoudre autant d'époxy alors que la puce ne fait que 9 mm². Et pour ça, je me sers simplement d'une pince coupante en prenant soin de ne pas briser le silicium. On peut maintenant passer à la manipulation dans l'acide sulfurique. Vous voyez, quand il fait 36 degrés à l'extérieur comme ça, c'est pas vraiment le genre de masque qu'on a envie de porter. Hein. Et je parle même pas de la blouse. Avec la caméra thermique, vous pouvez voir que la plaque chauffante est à plus de 256 degrés, alors que le récipient en céramique dans lequel sera déposé l'acide est lui entre 150 et 160 degrés. Donc une fois de plus, j'utilise de l'acide sulfurique à 96%, donc extrêmement corrosive et toxique à haute température, d'où l'ensemble des précautions que je prends systématiquement. Et il faut en mettre suffisamment pour que la pièce baigne dedans, mais pas trop non plus car les émanations sont très désagréables.
Au bout de quelques minutes, je complète la première passe en retirant la pièce pour la tremper dans de l'acétone pur. Et je commence une seconde passe après avoir remplacé l'acide usagé. Cette fois, il n'y aurait besoin que de 2 passes, parfois ça pourrait être 3 voire 4, mais là je vois déjà que tout l'époxy autour du silicium a été dissous, donc je peux compléter la manip par un rinçage dans l'acétone. Il fait chaud. Le résultat est plutôt satisfaisant. Donc je termine l'opération par un bain aux ultrasons dans de l'eau déminéralisée. Et je vais maintenant pouvoir analyser ce petit ASIC. Voici donc une vue d'ensemble de la surface que j'ai faite à partir de 4 prises séparées puis recomposées sous Photoshop. Et la première surprise est de me rendre compte que ça n'est pas du tout un processeur Texas Instruments mais Elan, donc ils n'ont fait que mettre leur nom sur ce produit chinois. La flèche verte indique ici la borne positive et ici la masse. Et je distingue plusieurs blocs de circuiterie. Selon moi, celui-ci contient le générateur d'horloge, l'unité arithmétique logique et la table des registres mémoire qui est ici. Je vous montre un survol rapide, on verra plus de détails dans un instant. Ce bloc-là n'est autre que le bus par lequel transite l'ensemble des signaux entre chaque organe du circuit. C'est a priori ici que se gèrent les entrées par les touches du clavier. On le voit là d'un peu plus près. Et le dernier que j'ai identifié est celui-ci qui est la matrice de transistors en charge de produire les signaux pour l'affichage à cristaux liquides. Et comme à chaque fois quand je vous montre des images de circuits intégrés, j'utilise un puissant microscope de surface Bresser et sa caméra de 10 mégapixels qui est particulièrement adaptée à ce type d'application. Voici maintenant quelques plans rapprochés, on est à un grossissement de 400 fois, et vous aurez sans doute reconnu le bloc contenant les registres mémoire du calculateur. J'ai globalement été agréablement surpris par la qualité du design de ce processeur et je comprends finalement pourquoi le très puissant Texas Instruments a choisi ce modèle pour ce type de calculatrice. On voit là parfaitement bien le tracé du bus de données et les interconnexions vers les différents organes de l'ASIC. On distingue aussi les différentes couches puisque tout n'est bien sûr pas sur le même plan. Ce sont des connexions superposées réparties sur au moins 3 couches, les transistors étant souvent sur les plus éloignés. Et la remarque que je peux faire aussi concerne son faible degré d'intégration. On a l'impression d'observer un design original datant plutôt de la fin des années 90, ce qui n'est pas du tout improbable. Il est vrai que ce modèle de calculatrice à 25 € ne nécessite pas non plus une puissance de calcul phénoménale. Voilà donc à quoi peut ressembler un processeur ASIC parmi tant d'autres.